À la une de l'actualité, au Nigeria, le chef des renseignements a été limogé ce mardi après la prise de contrôle illégal du Parlement par les forces de sécurité. Au Gabon, les élections législatives plusieurs fois reportées auront finalement lieu les 6 et 27 octobre selon un calendrier publié ce lundi par le Centre gabonais des élections. Et puis au Soudan, la célèbre militante de la cause des femmes, Winnie Omer, accusée de prostitution, veut poursuivre la lutte malgré ses déboires judiciaires. Merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer. À toutes et à tous, bienvenue. On démarre cette édition par cette nouvelle qui vient de nous parvenir. L'ex-première dame de la Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, vient d'être libérée. Elle avait été amnistiée par le président Alassane Ouattara. En Colombie, des manifestants de l'opposition ont défilé dans les rues de Bogota contre le président Iván Duque. Cette manifestation intervient alors que le nouveau président a pris ses fonctions à la tête du pays ce mardi. Lors d'une cérémonie sur la place Bolivar au cœur de Bogota, le nouveau président colombien Iván Duque a prêté serment ce mardi pour un mandat de 4 ans qu'il a remporté le 17 juin dernier. Dans son discours d'investiture, il a réaffirmé ses promesses électorales en annonçant des correctifs à l'accord de paix signé fin 2016 avec l'ex-guérilla des FARC. Ce que les Colombiens espèrent, ce sont des solutions et non des agressions. Je veux être le président qui forge et réalise ces accords en pensant à ceux dont la Colombie a besoin. Je tiens à préciser qu'un processus crédible avec la guérilla de l'ELN doit être fondé sur l'arrêt total des activités criminelles, avec une supervision internationale stricte et des délais définis. Mais alors qu'il prêtait serment, l'opposition s'est mobilisée dans plus d'une trentaine de villes du pays. Les manifestants exigent du nouveau président le respect de l'accord de paix historique qui, cette année même, a mis fin à une confrontation armée de 53 ans avec la plus ancienne rébellion du continent. Nous disons au gouvernement qu'il y a des gens qui ne peuvent pas supporter la violation du droit à la vie, qui ne peuvent plus supporter les violations du droit à la paix, que nous avons besoin de l'accord de paix. Nous avons besoin que l'accord de paix soit mis en place correctement. Nous pensons qu'en tant que président, il doit gouverner pour tous les Colombiens. Nous n'aimons pas son programme politique ni ses déclarations. Et c'est pourquoi nous nous sommes déclarés en opposition à sa politique économique et à son programme politique. Iván Duque a été désigné par l'ex-président Álvaro Uribe, qui est visé par une enquête de la Cour suprême pour permettre à la droite dure opposée à l'accord de paix de revenir au pouvoir. Au Nigeria, les forces de sécurité ont bloqué les accès au Parlement. Énième rebondissement du bras de fer qui oppose l'exécutif et les 2 chambres parlementaires, et ce, à 6 mois de la présidentielle. Des hommes armés et cagoulés portant des insignes de la police et de l'agence de renseignement intérieur postés aux abords du Parlement nigérian dans la capitale fédérale Abuja ont empêché durant plusieurs heures parlementaires, employés et journalistes d'accéder au bâtiment. Les législateurs ont finalement pu entrer après avoir vivement protesté contre cette opération. Comment pouvez-vous faire ça au Nigeria devant la communauté internationale comme cela? Que diront les partenaires étrangers? Comment pouvez-vous venir barricader l'Assemblée nationale pendant plus de 2 heures et même empêcher les principaux officiers d'entrer? Quel genre de pays est-ce? Nous allions travailler comme d'habitude et l'accès au Parlement était barricadé. Bien sûr, si vous suiviez la politique ces derniers temps, il y a eu des insinuations selon lesquelles ils veulent éliminer les dirigeants actuels du Sénat pour que d'autres personnes qui peuvent jouer le jeu avec le gouvernement soient mises en place.
À la suite de la prise de contrôle illégale du Parlement par les forces de sécurité et face à l'indignation générale dans les médias et sur les réseaux sociaux, le vice-président Yemi Osimbadjo, qui assure l'intérim à la tête du pays durant les vacances du chef de l'État, Muhammadu Buhari, a ordonné la cessation avec effet immédiat des fonctions du chef de l'agence des renseignements, Lawal Moussa Daoura. Au Mali, la tension monte à Bamako après la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 29 juillet dernier. Résistance et combat, tels sont les maîtres mots auxquels les 20 candidats contestataires ont invité leurs partisans et sympathisants. C'était au cours d'un meeting qu'ils ont animé ce mardi à Bamako. Alima Bentouré pour le reportage. Ils ont pris d'assaut les 3000 places du Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ qui a refusé du monde à l'appel des 20 candidats qui réfutent les résultats provisoires du scrutin présidentiel du 29 juillet dernier. Un appel à l'unité de la part d'Aliou Diallo, le candidat de l'ADP Maliba, arrivé 3e à l'issue du scrutin qui déclare, je cite, « Rien ne pourra nous arrêter ». Partout où on est en avantage sur lui, où on est en ballottage avec Ibeka, d'annuler entre 10 à 20% des bulletins de vote. Tous les bulletins de vote Aliou Diallo, ils ont annulé entre 10 à 20%. Nous avons introduit des recours à la Cour. Les Maliens ont été insultés dans cette élection par l'annulation de vos votes, par le bourrage des urnes. Les 20 candidats contestataires accusent Ibeka et son régime de fraude massive et d'utiliser la misère du peuple pour se faire élire. Accepter un résultat tronqué, c'est accepter l'illégalité, lance Rasbat, le porte-parole du collectif pour la défense de la République CDR, à propos de la présidente de la Cour constitutionnelle qui l'accuse de violation de la loi électorale. Il appelle la Cour constitutionnelle à dire le droit pour éviter le chaos dans le pays. À tous ces services, à tous les généraux, à tous les officiers, à tous les soldats, ils ont prêté serment pour défendre les institutions de la République. Et défendre les institutions, c'est défendre leur bon fonctionnement. La place d'un fraudeur, c'est à la prison centrale de Bamako Paaklouba, clame pour sa part Moussa Senko Koulibaly, candidat de la plateforme pour le changement. Le mandat d'Ibeka arrivera à son terme le 3 septembre. Le président choisi par les Maliens sera investi le 4 septembre, dit-il, avant d'appeler les Maliens à la résistance et au combat. La place des fraudeurs, la place des voleurs, c'est à la prison centrale de Bamako, c'est pas à Koulouba. À en croire les 20 candidats contestataires, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé 22e sur 24 candidats au cours de cette élection présidentielle. Allons à présent au Gabon où les élections législatives, plusieurs fois reportées depuis 2 ans, auront finalement lieu les 6 et 27 octobre prochains. C'est ce qui ressort du calendrier publié ce lundi par le Centre gabonais des élections, chargé d'organiser les scrutins. Le Centre gabonais des élections, le nouvel organisme chargé d'organiser les scrutins, a publié ce lundi le calendrier des législatives ainsi que celui d'un scrutin local à un tour qui aura également lieu le 6 octobre. Selon ce calendrier, les élections reportées plusieurs fois auront finalement lieu les 6 et 27 octobre. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 20 août prochain et la campagne du premier tour des élections législatives et locales sera lancée le 25 septembre pour s'achever le 5 octobre à la veille du vote. En ce qui concerne la campagne pour le second tour des législatives, elle se tiendra du 13 au 26 octobre. Fin avril, la Cour constitutionnelle du Gabon avait créé la surprise en annonçant la fin du mandat de l'Assemblée nationale et en exigeant la démission du gouvernement du Premier ministre Emmanuel Issosé Ngondé. Mais ce dernier a été très vite reconduit dans ses fonctions avec pour mission prioritaire d'organiser au plus vite les législatives. Les pouvoirs de l'Assemblée nationale ont été temporairement transférés au Sénat. L'opposition avait dénoncé cette décision, présentant les raisons invoquées par le gouvernement comme des arguties destinées à reporter une fois encore les législatives.
En République démocratique du Congo, l'opposant Félix Tshisekedi a déposé ce mardi sa candidature à l'élection présidentielle. Sa candidature s'ajoute ainsi à celle de l'ex-chef rebelle Jean-Pierre Bemba et de l'ex-président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, deux adversaires du président Joseph Kabila. Tous trois envisagent à terme une candidature unique de l'opposition pour cette élection présidentielle à un tour. Les candidats à l'élection doivent déposer une caution de $100 000. Précisons que l'élection prévue le 23 décembre a été reportée à 2 reprises. On reste en République démocratique du Congo où 4 nouveaux décès parmi les cas confirmés de la fièvre hémorragique à virus Ebola ont été enregistrés dans la province du Nord Kivu, dans l'est du pays, une région frappée par une nouvelle épidémie. Il s'agit d'un nouveau bilan publié ce mardi par le ministère congolais de la Santé. Ces 4 nouveaux décès portent à 7 le nombre de décès parmi les 16 cas confirmés de la fièvre hémorragique à virus Ebola enregistrés dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Tous ont été enregistrés dans la région de Beni à Mabalako, où l'épidémie a été déclarée. Au total, 43 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 16 confirmés et 27 probables, et 31 autres cas suspects sont en cours d'investigation. Dans toutes les zones de santé sous surveillance, 966 cas avec le virus ont déjà été enregistrés. Selon le ministère de la Santé, des vaccinations ciblées doivent commencer dès ce mercredi et 12 équipes de vaccination seront déployées dans les différentes zones touchées. Il faut dire que des cas probables ont également été enregistrés dans la province voisine de l'Ituri. Le 1er août dernier, le ministre de la Santé a annoncé que la RDC faisait face à sa deuxième épidémie de fièvre hémorragique, une semaine après avoir annoncé la fin d'une précédente épidémie qui avait tué 33 personnes dans le nord-ouest du pays. Et puis au Soudan, la célèbre militante de la cause des femmes Winnie Omer affirme vouloir poursuivre son combat et ce, malgré de nouveaux déboires avec la justice qui, selon elle, sont destinés à la réduire au silence. Malgré les obstacles, la célèbre militante de la cause des femmes au Soudan, Winnie Omer, se veut optimiste. Accusée de prostitution, elle est jugée depuis le 24 juillet pour atteinte à l'ordre public. Son seul tort, la police l'a surprise avec des amis, 2 hommes et une femme dans l'appartement d'un ami. Des détectives de police ont brisé une fenêtre et ont fait irruption à l'intérieur. Des voisins se sont rassemblés dans l'appartement et ont dit que c'était un lieu de prostitution. Nous avons essayé de leur dire que c'était une maison, qu'il s'agissait d'une réunion normale. Nous leur avons dit qu'il n'y avait aucune raison d'insister, mais des policiers ont soudainement fait irruption par une fenêtre et nous ont accusés de ces choses. Malgré ces explications, elle passera toutefois 5 jours en détention. Je n'ai pas peur de faire face à l'État devant n'importe quel tribunal et je suis toujours prête à y faire face. Ce qui compte pour moi, c'est de garder notre voix élevée pour transmettre notre message à tout le monde au Soudan et aux institutions étatiques oppressives pour leur dire que nous n'avons pas peur et que nous sommes toujours prêts à nous battre pour nos droits. Je crois que le changement se produit lorsque vous prenez position et que vous vous battez pour vos droits. Nous devons continuer à nous battre pour nos droits personnels. Winnie Omer, qui lutte pour les droits des femmes au Soudan, affirme également qu'en marge de son procès pour atteinte à l'ordre public, les enquêteurs lui ont communiqué que des allégations d'espionnage la concernant étaient à l'étude, même si pour le moment, elle n'a pas été officiellement inculpée. Ainsi prend fin cette édition. Merci à tous d'avoir été des nôtres.